Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La première vidéo dédiée à la troisième et dernière cérémonie à laquelle on va s'intéresser cette année sur la chaîne. Il s'agit bien évidemment de la plus importante de toutes, celle que tout le monde connaît, la cérémonie des Oscars 2024. Donc on va, comme pour les BAFTA et comme pour les Césars, je vais vous montrer la liste des nommés, en tout cas des films qui sont nommés plus d'une fois. Je vous donnerai mon avis sur les films que j'ai vus, en tout cas sur les films dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne. Je parlerai bien sûr de tous les films nommés, même ceux dont j'ai déjà donné mon avis. Je parlerai quand même des catégories dans lesquelles ces films-là sont nommés, et je vous renverrai à ma vidéo où je parle plus en détail de ce film là, mais il y a quand même quelques films dont j'ai toujours pas parlé sur la chaîne qui sont nommés aux Oscars, qui n'étaient donc pas nommés au BAFTA ni au César, et voilà, on va parler de ça. Et on va parler de toutes les autres choses dont je parlais dans les vidéos BAFTA et César. Voilà, les catégories bien évidemment avec mes pronostics, les films que je veux voir gagner dans telle ou telle catégorie, etc. Bref, si vous avez vu ces vidéos, vous commencez à comprendre le principe. Et après la cérémonie, qui se déroulera dans la nuit du 10 au 11 mars, il me semble, on fera bien sûr, je ferai bien sûr une vidéo récapitulative comme pour les BAFTA et pour les Césars. Bah voilà, je pense que tout est dit. Voici donc pour commencer la liste des nommés. Donc elle inclut des films qui sont nommés plus d'une fois. Voilà, tout simplement. Donc elle est assez similaire au BAFTA comme tous les ans, mais il y a quand même des trucs qui diffèrent. On va commencer donc à parler des films. Il y a 25 films que j'ai vus qui sont dans la sélection. Et on commence avec le film Élémentaire de Peterson, qui est nommé dans la catégorie meilleur film d'animation. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. Ensuite, Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki est également nommé dans la catégorie meilleur film d'animation. Pareil, je vous ai donné mon avis sur ce film dans ma première vidéo sur les BAFTA. Si vous n'avez pas vu, honnêtement, pour que ce soit plus simple, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les BAFTA, regardez-la et après revenez ici, parce que sinon je vais vous renvoyer tout le temps à cette vidéo là. Mais bon, c'est normal, je vais pas dire exactement la même chose dans deux vidéos qui sont sorties à 2 semaines d'intervalle, ça n'a pas de sens. En plus, ça me permet de faire une vidéo plus courte et voilà, que le montage soit fait plus rapidement, etc. Donc ça me facilite la vie et c'est plus cohérent. Bref, on continue avec Nimona de Troy Quane et Nick Bruno, qui est également nommé dans la catégorie meilleur film d'animation. Ce film là, je vous en ai pas parlé, donc c'est parti, on va le faire maintenant. C'est un film d'animation qui est sorti sur Netflix, qui suit, qui se déroule dans un univers, comment on appelle ça, c'est un univers qui mélange univers médiéval et univers futuriste. C'est pas la première fois que c'est fait, mais moi je trouve ça très intéressant, très original, enfin du coup pas trop, mais quand même. Et ça suit voilà, l'histoire d'un chevalier qui va être accusé du meurtre de la reine du royaume, sauf que c'est pas lui, et il va essayer de prouver son innocence, et pour ce faire il va s'aider d'une adolescente qui est en fait une métamorphe, donc quelqu'un qui peut se changer en n'importe quoi, qui s'appelle Nimona. Et donc voilà, donc c'est un univers dans lequel un monde, un royaume on va dire, encerclé par des remparts qui sont censés protéger le royaume de monstres autour, voilà, qui auraient été combattus par les fondateurs, on va dire, de ce royaume des siècles et des siècles auparavant. Donc il y a toute une histoire de légende autour de ça, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé, franchement. Je m'attendais à bien l'aimer parce qu'il y avait des bons retours sur ce film, et non, ça avait l'air sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très joli. Déjà d'un point de vue au niveau de l'animation, c'est vraiment très beau. Bon, c'est un style d'animation qui est de plus en plus récurrent, et j'ai l'impression que quand on regarde un film d'animation Netflix, c'est très souvent dans ce style là. Il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Klaus, qui est sorti il y a quelques années, c'était un film de Noël, un film d'animation sur Netflix aussi. Il me semble que c'était, d'ailleurs il me semble qu'il était nommé à l'Oscar, pardon, du meilleur film d'animation aussi. Et il me semble que c'était dans le même style d'animation. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. C'est un univers qui est assez inventif, hein. Franchement, moi je me dis, s'ils font d'autres films sur cet univers, voilà, des spin-offs, franchement pourquoi pas un univers cinématographique
films animés, enfin de films d'animation sur cet univers-là, franchement, ce serait top. Bon, peut-être que je m'avance un peu trop, peut-être qu'il y aura que ce film-là. Je pense pas, franchement, je pense que c'est possible qu'il y en ait d'autres. Mais en tout cas, c'est un univers qui est très intéressant et pour le coup, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ça sort pas d'un livre, ni d'une BD, ni rien, c'est vraiment un truc original. Ce qui m'a assez surpris parce que c'est de plus en plus rare ce genre de choses. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans l'histoire. On va pendant tout le film te faire comprendre que ce qui s'est réellement passé, donc il y a des siècles et des siècles, c'est pas forcément, donc avec la fameuse légende, les monstres, etc., c'est pas forcément ce qui s'est vraiment passé, et de fil en aiguille, au fil des siècles, la légende elle s'est endurcie et elle s'est de plus en plus éloignée de ce qui s'était réellement passé, et du coup on se retrouve avec un peuple qui pense quelque chose qui ne s'est absolument pas passé, et une vérité qui est complètement modifiée. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a d'autres thèmes, il y a le fait que l'homme ne supporte pas ce qui est différent de lui. Voilà, ça c'est assez objectif, évident quand on regarde le film. Il y a aussi tout un débat autour d'un obscurantisme au final, hein, parce que à partir du moment où on te cache une vérité, où on te fait croire quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme, et ça on essaie aussi de le combattre, et c'est intéressant. Après il y a quelques coups de mou, j'ai envie de dire, dans le scénario, quelques moments un peu plus lents, mais ça reste assez bien rythmé dans l'ensemble, et c'est plus ou moins divertissant. C'est même assez... Ouais, c'est divertissant. Même si tout n'est pas forcément clair dans l'histoire, dans l'univers, c'est vrai qu'on s'attarde à raison essentiellement sur l'histoire principale et pas forcément sur l'univers. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait d'autres œuvres qui puissent un peu plus l'explorer pour que certaines choses soient un peu plus claires. Mais sinon, c'est vraiment un très bon film d'animation et je vous le conseille, il est disponible pour tout le monde sur Netflix. Ensuite, Spider-Man Across the Spider-Verse de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson et Kemp Powers. Il est nommé dans une seule catégorie, cette fois pas deux comme au BAFTA. La catégorie, vous vous en doutez, meilleur film d'animation. On poursuit avec Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold, qui est nommé dans la catégorie meilleure musique de film pour John Williams, le légendaire, le cultissime John Williams. J'en ai déjà parlé d'Indiana Jones dans un point ciné. Ensuite, on passe à deux films nommés dans la catégorie meilleurs effets visuels. Tout d'abord, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de James Gunn, dont je vous ai déjà parlé dans un point ciné, ainsi que Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, dont on va parler tout de suite car je ne l'ai pas encore fait. C'est donc un nouveau film Godzilla, mais cette fois pas un film hollywoodien comme on a l'habitude de voir ces dernières années, depuis 2014, mais un film japonais, puisque Godzilla c'est un kaiju, c'est un monstre japonais qui culturellement et scénaristiquement a toujours eu des origines japonaises, enfin est né au Japon simplement, c'est un film qui est japonais à la base, et du coup les Japonais ont décidé de faire un nouveau film sur Godzilla qui se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc le Japon vient de perdre la Seconde Guerre mondiale, il est en ruine, hein, on connaît l'histoire, et c'est à ce moment-là que surgit Godzilla qui sème la terreur dans le Japon. Et on va suivre cette histoire du point de vue d'un ancien soldat qui devait être un soldat kamikaze mais qui s'est dégonflé et qui n'a pas respecté son devoir de soldat. Il s'appelle Koichi et voilà, et il va trouver en cette catastrophe qu'est l'arrivée de Godzilla au Japon une occasion de se racheter, de racheter c'est son manque de devoir, enfin son manque d'obéissance par rapport à ce qu'il a fait pendant la guerre. Voilà, alors c'est un film qui est très différent, c'est un film Godzilla qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma à Hollywood, que ce soit dans Godzilla, le Godzilla de Gareth Edwards, dans Godzilla Roi des monstres, un peu moins, dans Godzilla versus Kong, c'est toujours la même chose. On se concentre essentiellement sur la baston, sur les effets visuels, sur Godzilla ou Kong ou peu importe. Enfin bref, on se concentre vraiment sur le monstre ou les monstres et on se concentre pas forcément sur ce qui peut
véritablement remplir un scénario, c'est-à-dire des personnages, des dialogues, des humains. Parce que, on va pas se mentir, faire un film avec que des monstres, non, ça n'a pas de sens. Il faut des personnages, il y en a, mais ils sont tellement vides qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas. C'est vraiment un gros problème dans le Monsterverse, c'est le manque de personnages véritablement charismatiques, attachants et marquants. Et là, pour le coup, je trouve que c'est pas du tout le cas, c'est même l'exact inverse. Il y a des personnages extrêmement attachants, que ce soit le personnage principal, sa femme entre guillemets, enfin bref, regardez le film vous comprendrez, ses amis aussi, ses collègues, très attachants, c'est des personnages qui ont une vraie profondeur et on construit un film Godzilla avec l'élément de base qui est Godzilla, l'action, les effets spéciaux, etc. Mais il y a quand même tout ça, c'est du point de vue de personnages qui sont attachants et qui donnent au scénario une vraie profondeur et quelque chose de vraiment concret. C'est pas juste des monstres qui se battent ou un monstre qui nique tout sur son passage. Non, pas du tout, parce que ça, c'est cool si t'as envie de te détendre et voilà. Mais si t'as envie d'aller un peu plus loin dans le délire, c'est quand même beaucoup mieux ce genre de film. En plus, je m'attendais pas à voir des effets visuels aussi bons. Alors, en y réfléchissant, c'est pas si étonnant, hein. Le Japon, c'est un pays qui est très riche, c'est un pays qui est technologiquement très avancé, donc le fait que le cinéma japonais puisse proposer ce genre de prouesse technique comme les Américains le font pas toujours bien d'ailleurs, eh bien c'est au final pas si étonnant, mais pour le coup je trouve les effets visuels vraiment top et je trouve Godzilla vraiment beau et vraiment bien fait et vraiment terrifiant. Un vrai Godzilla comme on aime à la japonaise. C'est très bien rythmé, c'est très simple comme histoire, tant mieux parce que ça permet ça permet peut-être de mieux être diverti et au final, est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus complexe quand on regarde un film Godzilla? Je pense pas. Donc c'est bien fait, c'est simple, c'est bien rythmé, il y a des beaux effets visuels. En plus, il y a des clins d'œil au premier Godzilla qui sont sympas et qui n'existent absolument pas ou très peu dans les films hollywoodiens Hollywood a plus essayé de s'approprier Godzilla plutôt que de lui rendre hommage. C'est un petit peu dommage. Et voilà. Par contre, il y a des défauts quand même au niveau de l'histoire. Je trouve qu'il y a pas mal de facilités scénaristiques. Je vais pas trop les dire pour pas spoiler, mais il y en a quelques-unes. Et la fin, je m'y attendais, mais à 200%. Et ça, c'est assez dommage. Sauf vraiment les dernières secondes où là, c'est vrai que tu te dis ah. Là oui, et là c'est cool. Mais la fin en elle-même, la situation finale, on va dire, non. Là j'ai pas adhéré, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop prévisible. Mais pour le reste, c'est vraiment un super film Godzilla et je vous conseille de le regarder. On continue avec un film également disponible sur Netflix comme Nimona. Ça s'appelle Le Conte de Pablo Larraín. Il est nommé dans une seule catégorie, c'est-à-dire meilleure photographie. C'est un film chilien. Qui suit qui suit une histoire alternative de Augusto Pinochet, qui était le fameux dictateur chilien pendant la guerre froide, qui ici est le dictateur que l'on connaît, mais qui est surtout un vampire et qui est né il y a pas mal de temps, au XVIIIe siècle, qui a connu donc la Révolution française, etc. Et plein de révolutions à travers le monde, la Révolution russe, la Révolution je sais pas quoi. Et donc c'est un vampire, donc il a 250 ans quand le film pendant le film il a 250 ans et il veut mourir parce qu'il en a marre de la vie. Et voilà, il y a toute une histoire autour de ça, autour de sa famille, etc. Donc voilà, Augusto Pinochet en vampire. Avant de voir le film, je pensais pas spécialement aimer. L'histoire me semblait un peu trop tordue et un peu trop étrange. Je m'attendais à apprécier les visuels parce que c'est quand même pour ça qu'il est nommé aux Oscars, hein, c'est pour la meilleure photographie et rien d'autre. Et pour le coup c'est logique parce que c'est très beau, la photographie est vraiment, vraiment belle. Là pour le coup il y a rien à dire, il y a des plans qui sont vachement beaux. J'ai adoré les plans extérieurs notamment. Il n'y en a pas beaucoup, mais les plans extérieurs, pas les plans en ville, parce que des fois il va en ville, dans une grande ville, je sais pas c'est laquelle, je me souviens pas, je sais même pas s'ils le disent, mais les plans à la campagne ou à la montagne, des trucs ainsi avec des lacs et tout, c'est vraiment beau, c'est un film en noir et blanc et je trouve que la photographie est vachement bien.
géré. Non, franchement, les visuels sont top. En plus, les scènes, ça c'est des trucs que j'aime bien dans les films de vampires notamment, quand il y a des scènes un peu sanguinaires où il faut mordre le cou, où il faut décapiter des trucs et machin. C'est montré, c'est bien montré et c'est explicite et voilà, c'est ça j'aime bien. Si tu décapites quelqu'un dans une scène, montre-le quoi, fais les choses à fond et ça il le fait et c'est cool, ça j'aime bien. Maintenant, les musiques aussi j'ai bien aimé. Franchement, les musiques top, c'est cohérente par rapport à l'ambiance du film, ça y a pas de souci. Maintenant, les acteurs sont vraiment nuls. J'ai retenu le nom d'aucun tellement aucun ne m'a convaincu, aucun ne se démarque vraiment du film. Voilà, aucun ne propose une performance. Il y en a qui proposent des performances correctes, mais ça s'arrête là quoi. Et ça c'est dommage, surtout qu'il y en a beaucoup. Donc peut-être que le casting aurait pu être un petit peu mieux choisi. Comme j'ai dit, c'est un film étrange et bah ça oui c'est complètement le cas, c'est beaucoup trop étrange. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Je vois pas quel message tu peux faire passer en faisant passer Augusto Pinochet pour un vampire. C'est juste déjanté. Et ce côté déjanté, je me disais, j'avais de l'espoir avant de regarder le film. Je me suis dit peut-être que ça va apporter quelque chose de cool justement au film. Et non, c'est juste complètement ridicule et ça n'apporte rien au final d'intéressant. Voilà, donc voilà. En plus, c'est lent, c'est chiant à mort. En plus, c'est pas très long, hein. C'est, je crois, 1h40, 1h50 de film. C'est pas hyper long en soi, mais ressenti, c'est très long. Non, j'ai pas aimé et je vous conseille pas tant que ça, franchement. On passe à la couleur pourpre de Sam Blitz-Bazawule, nommée dans une catégorie, celle de la meilleure actrice dans un second rôle pour Danielle Brooks. C'est tout, voilà, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. On passe à Bayard Rustin de George C. Wolfe, nommé dans une catégorie, celle du meilleur acteur pour Colman Domingo. J'en ai également parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. On passe maintenant au film nommé dans au moins 2 catégories et on commence avec Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, nommé dans 2 catégories donc, celle du meilleur film international dont je vais pas m'intéresser plus tard parce que j'en ai pas vu assez. Donc meilleur film international pour l'Espagne et meilleur maquillage et coiffure. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. Tout comme Past Lives, nos vies d'avant, nommé dans, il me semble, cette fois 3 catégories, non 2 toujours. Voilà, donc de Past Lives, nos vies d'avant de Céline Song, nommé dans la catégorie meilleur scénario original et meilleur film. Ensuite, il me semble que c'est le dernier film dont je vous ai toujours pas parlé et après il y aura que des films dont j'ai parlé dans la vidéo sur les BAFTA ou en point ciné. Ce film c'est Insubmersible ou Nayad en version originale, réalisé par Jimmy Chin et Elisabeth Chai Vazarelli. Donc nommé dans 2 catégories, meilleure actrice dans un second rôle pour Jodie Foster et meilleure actrice pour Annette Bening. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est sur Netflix aussi d'ailleurs, hein. Ça c'est cool. Donc c'est tiré d'une histoire vraie et ça suit l'histoire de Diana Nayad qui était à ce moment-là une nageuse américaine de 64 ans. Donc aujourd'hui elle en a un peu plus parce que ça se déroule en 2011, 2012, un truc ainsi. Et cette nageuse, il y a une trentaine d'années, c'est une habituée des défis très compliqués, genre nager, traverser la Manche à la nage et tout, et elle a réussi pas mal de défis comme ça à travers le monde. Sauf il y a 30 ans, un qui l'a fait, elle en a raté un, celui de parcourir à la nage Cuba, de rejoindre à la nage Cuba à la Floride. Et donc ça, elle l'a raté il y a 30 ans et du coup, c'est ce qui a mis fin à sa carrière de nageuse de l'extrême. Et 30 ans plus tard, donc à 64 ans, elle décide de retenter ce défi qui l'a fait sombrer, donc Cuba, Floride, à la nage. Et voilà, donc elle demande à sa meilleure pote, donc qui est jouée par Jodie Foster, de la coacher. Et voilà, donc elle va retenter ce défi qui relève de l'impossible. Et donc c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Cette dame existe vraiment et elle a vraiment fait ça. Donc alors par contre c'est romancé, hein. Tout n'est pas vrai. Par exemple le personnage de Ricey Fans n'existe pas. C'est captivant, c'est très intéressant, c'est poignant, c'est inspirant. Il y a tout un message forcément autour de la persévérance. C'est malheureusement un peu trop explicite à la fin quand Nayad dit il ne faut jamais abandonner. Bon, ça c'est un peu trop explicite, mais c'est tout le film qui te dit ça.
de manière peut-être un peu plus subtile, un peu plus intéressante. Le personnage principal, donc celui joué par Annette Bening, Diana Nyad, est bien exploré. On découvre son passé, on découvre sa jeunesse et ça forge ce qui a forgé son caractère. Et donc non, c'est un personnage qui est vraiment bien développé pour le coup et auquel on s'attache énormément. Le reste des personnages est très attachant aussi. J'ai adoré les acteurs, hein. Jodie Foster comme Annette Bening méritent amplement leur nomination. J'ai pas trop aimé la performance de Rhys Ifans, qui est un acteur que j'aime beaucoup de base, mais là, bon, c'est un acteur qui est britannique, gallois même. Donc là il joue un acteur, enfin il joue un personnage américain, donc il est censé avoir un accent américain. Il essaie de le faire, mais pour moi ça marche pas et il surjoue un petit peu. Mais pour les deux autres, c'est nickel. C'est assez bien réalisé, il y a beaucoup de plans, notamment des plans aériens sur de vastes étendues océaniques qui te mettent vraiment dans l'ambiance. Ok, c'est l'océan, c'est gigantesque, c'est hyper dangereux et le défi que Diana essaie de relever est véritablement difficile et presque impossible en fait. Et je trouve que cette utilisation de la caméra pour nous faire ressentir ce sentiment d'extrême difficulté, de prouesse, de performance inimaginable, c'est très intéressant aussi. Et en plus ça donne des plans, ça donne lieu à des plans hyper beaux, vraiment. Parce que entre Cuba et la Floride, forcément c'est des eaux très claires, donc quand il y a du soleil et tout, c'est vachement stylé. Ça change de la mer qu'on a en Belgique notamment. En plus c'est hyper bien rythmé. Ça passe très vite, c'est très divertissant. J'ai adoré, franchement j'ai adoré ce film et je vous le conseille bien sûr. Il est encore une fois disponible sur Netflix, c'est presque un sans faute pour moi. On passe à The Creator de Gareth Edwards, nommé dans 2 catégories, meilleurs effets visuels et meilleur son. J'en ai parlé dans un point ciné. Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 de Christopher McQuarrie, nommé dans les mêmes catégories, meilleurs effets visuels et meilleur son. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. Ensuite Napoléon de Ridley Scott, j'en ai parlé dans un point ciné, nommé dans 3 catégories, meilleurs effets visuels, meilleurs costumes et meilleurs décors et direction artistique. On continue avec American Fiction de Cord Jefferson, qui était nommé dans une seule catégorie au BAFTA, celle du meilleur scénario original. Et là, il est nommé, meilleur scénario adapté. Et là, il est nommé dans 5 catégories, à savoir meilleure musique de film pour Laura Karpman, meilleur scénario adapté pour Cord Jefferson, donc comme pour les BAFTA, meilleur acteur dans un second rôle pour Sterling K. Brown, meilleur acteur pour Jeffrey Wright et meilleur film. J'ai parlé de ce film dans ma vidéo sur les BAFTA, bien sûr. C'est également le cas de Winter Break d'Alexander Payne, nommé dans 5 catégories également, à savoir meilleur montage, meilleur scénario original pour David Hemmingson, meilleure actrice dans un second rôle pour Devon Joy Randolph, meilleur acteur pour Paul Giamatti et meilleur film. Ensuite, Anatomie d'une chute, j'en ai également parlé dans ma vidéo sur les BAFTA, réalisé par Justine Triet, également nommé dans 5 catégories, meilleur montage, meilleur scénario original pour Justine Triet et Arthur Harari, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleur réalisateur, en l'occurrence réalisatrice pour Justine Triet et meilleur film. C'est également le cas de La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, donc avec 5 nominations, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. Il est nommé dans les catégories meilleur film international pour le Royaume-Uni. Encore une fois, je ne parlerai pas de cette catégorie parce que les 2 seuls films que j'ai vus nommés dans cette catégorie, c'est Le Cercle des Neiges et La zone d'intérêt. Donc meilleur film international pour le Royaume-Uni, meilleur son, meilleur scénario adapté pour Jonathan Glazer, meilleur réalisateur pour Jonathan Glazer et meilleur film. Ensuite, nommé dans 7 catégories, on a Maestro de Bradley Cooper, j'en ai également parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. Meilleur son, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur scénario original pour Bradley Cooper et Josh Singer, meilleure actrice pour Carey Mulligan, meilleur acteur pour Bradley Cooper et meilleur film. Dans 8 catégories maintenant, Barbie de Greta Gerwig, j'en ai aussi parlé, j'en ai parlé dans un point ciné. Donc il est nommé dans la meilleure chanson originale pour I'm Just Ken et What Was I Made For, meilleur costume, meilleur décor et direction artistique, meilleur scénario adapté pour Greta Gerwig et Noah Baumbach, meilleure actrice dans un second rôle pour America Ferrera, meilleur acteur dans un second rôle pour Ryan Gosling et meilleur film. Oui, putain de nomination pour Barbie, c'est un truc de ouf. On passe à mon chouchou, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, nommé dans 10 catégories. À savoir, meilleure chanson originale pour Wazaze, je sais pas comment ça se prononce, meilleure musique de film pour Robbie Robertson, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur décor et direction artistique, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert De Niro, meilleure actrice pour Lily Gladstone, ça c'est cool, meilleur réalisateur pour Martin Scorsese, quand même,
et meilleur film. J'en ai parlé donc bien sûr dans un... Ah non, j'en ai parlé dans un point ciné ou dans ma vidéo sur les BAFTA. Je sais plus, franchement je sais plus. Ensuite pauvre créature, cette fois pauvre créature j'en ai parlé dans ma vidéo sur les BAFTA. Je pense que j'en ai parlé dans un point ciné de Killers of the Flower Moon. Donc pauvre créature réalisé par Yorgos Lanthimos, nommé dans 11 catégories, à savoir meilleure musique de film pour Jerskin Fendrix, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, meilleur décor et direction artistique, meilleur scénario adapté pour Tony McNamara, meilleur acteur dans un second rôle pour Mark Ruffalo, ça c'est cool, meilleure actrice pour Emma Stone, meilleur réalisateur pour Yorgos Lanthimos et meilleur film. Et on termine bien sûr avec le film le plus nommé de cette cérémonie. C'était bien sûr le cas pour les BAFTA, c'est encore le cas pour les Oscars, un film dont je vous ai parlé dans un point ciné, c'est bien sûr Oppenheimer de Christopher Nolan, nommé dans 13 catégories, meilleure musique de film pour Ludwig Göransson, meilleur son, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, meilleur décor et direction artistique, meilleur scénario adapté pour Christopher Nolan, meilleure actrice dans un second rôle pour Emily Blunt, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr., meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan et meilleur film. Voici mon classement des films nommés, en tout cas dans les films que j'ai vus, donc j'en ai vu 25. Donc les films nommés au moins une fois dans cette cérémonie. Et on va passer forcément aux différentes catégories. Je vous donnerai à chaque fois mon choix personnel ainsi que ma prédiction. Il y a 17 catégories. Donc forcément pas toutes les catégories présentes dans la cérémonie. On commence avec meilleur film d'animation. Donc on a Le Garçon et le Héron, Élémentaire, Nimona, Mon ami robot que je n'ai donc pas vu, et Spider-Man Across the Spider-Verse. Je le donnerai personnellement à Nimona, que j'ai préféré à Spider-Man. Non, franchement j'ai bien aimé. Ça change des films qu'on a l'habitude de voir, parce que là en soi, bon, on a un film de Ghibli, de Miyazaki, donc c'est comme d'hab, enfin comme souvent. On a un Pixar, comme d'hab. On a un Spider-Man, enfin un film de super-héros quoi. Donc Nimona, et bon, je pense que pour Mon ami robot c'était pareil aussi, ça change un peu, donc je le donnerai à Nimona. Mais je pense que comme pour les BAFTA, ça repartira au Garçon et au Héron. Ensuite, meilleure musique de film, on a Laura Karpman pour American Fiction, John Williams pour Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Robbie Robertson pour Killers of the Flower Moon, Ludwig Göransson pour Oppenheimer et Jerskin Fendrix pour Pauvre Créature. Je pense sans problème que ça ira à Oppenheimer. Et je veux que ce soit à Oppenheimer également. Ensuite, meilleurs effets visuels, on a The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1 et Napoléon. Alors honnêtement, Napoléon, je vois pas ce qu'il fout là. Mission Impossible, j'ai pas retenu d'effets visuels spécialement ouf. Gardiens de la Galaxie pareil. Et j'ai hésité entre The Creator, auquel j'avais donné mon BAFTA, et Godzilla Minus One, pour soutenir le cinéma de blockbuster international, je vais le donner à Godzilla Minus One, et je pense que l'Académie va faire comme moi et lui décernera. Ensuite on continue avec le meilleur son, on a The Creator, Maestro, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, Oppenheimer et La Zone d'intérêt. Je le donne à Oppenheimer, c'est pour moi le son qui a été utilisé de la meilleure des façons. À presque égalité avec La Zone d'intérêt, et je pense que ça ira également à Oppenheimer. Ensuite, meilleur montage, on a Anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Moi je le donne à Killers of the Flower Moon, qui est quand même un film très long et qui m'a pourtant tenu en haleine du début à la fin. Mais je pense qu'il ira à Oppenheimer comme pour les BAFTA. Ensuite, meilleure photographie, on a Le Comte, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer et Pauvre Créature. Je le donne à Killers of the Flower Moon, c'est le film que j'ai trouvé le plus plaisant esthétiquement, personnellement en tout cas. Maintenant, ils sont tous très intéressants. Enfin oui, non, ils sont tous très intéressants d'un point de vue de la photographie. Un peu moins Oppenheimer je trouve. Mais pour autant je pense que ça ira à Oppenheimer. Ensuite, meilleur maquillage et coiffure, on a Golda, Le Cercle des Neiges, Maestro, donc Golda que je n'ai pas vu, Oppenheimer et Pauvre Créature. Je le donne à Maestro pour la prothèse de Bradley Cooper que j'ai trouvé ouf. Mais je pense que ça ira à Pauvre Créature. Je me base beaucoup sur les BAFTA parce que généralement il y a beaucoup de prix
décernés au BAFTA qui sont retranscrits presque aux Oscars. Donc, mais bon, j'ai quand même prédit 2-3 différences. Ensuite, meilleur costume, on a Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Je le donne à Napoléon parce que c'est les costumes que j'ai trouvé les plus réussis dans ces 5. Mais je pense que ça ira à Pauvre Créature. Tout comme les meilleurs décors et direction artistique dans laquelle est nommé Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Et là pour le coup je souhaiterais que ça aille à Pauvre Créature aussi. Ensuite, meilleur scénario adapté, on a Cord Jefferson pour American Fiction, Greta Gerwig et Noah Baumbach pour Barbie, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Tony McNamara pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Là c'est intéressant parce que Barbie est dans la catégorie meilleur scénario adapté aux Oscars. Pour les BAFTA il était dans la catégorie meilleur scénario original. Donc vous voyez, entre deux académies on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et du coup bon, moi qui avais donné le meilleur scénario original à Barbie au BAFTA, là je pense que je vais plus privilégier American Fiction et je pense qu'ils lui donneront parce que c'est vraiment, je pense, le scénario le plus réussi de ces 5 là. Ensuite, meilleur scénario original, Anatomie d'une chute, enfin Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, David Hemmingson pour Winter Break, Bradley Cooper et Josh Singer pour Maestro, Sammy Birch et Alex Mechanic pour May December que je n'ai pas vu, hélas, j'aurais bien aimé, Céline Song pour Past Lives. Je le donne à David Hemmingson pour Winter Break. Parce que bon, ça reste, c'est tout, à part May December que je n'ai pas vu, ce ne sont que des histoires assez simples au final. Anatomie d'une chute, c'est une enquête. Winter Break, ça reste assez simple. Maestro, pareil, c'est un biopic. Et Past Lives, c'est simple aussi. Mais je le donne à Winter Break pour les personnages qui sont développés d'une façon géniale. Et les relations qu'ils entretiennent, la façon dont ils sont à ce point attachants. Donc non, je le donne à Winter Break, j'ai adoré cette histoire, mais je pense qu'il ira à Anatomie d'une chute. On poursuit avec la meilleure actrice dans un second rôle. On a Emily Blunt pour Oppenheimer, Danielle Brooks pour La couleur pourpre, America Ferrara pour Barbie, Jodie Foster pour Insubmersible et Da'Vine Joy Randolph pour Winter Break. Je le donne à cette dernière et je pense qu'elle repartira sans problème avec l'Oscar. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, on a Sterling K. Brown pour American Fiction, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Ryan Gosling pour Barbie et Mark Ruffalo pour Pauvre Créature. Je le donne à Mark Ruffalo pour Pauvre Créature qui n'était donc pas nommé au BAFTA, ce qui était assez fou. Mais non, j'ai adoré sa performance dans Pauvre Créature et c'est celui qui pour moi mérite le plus dans ces 5 là. Mais je pense que ça ira comme pour les BAFTA à Robert Downey Jr., ce qui ne serait pas mérité, mais ce qui ne serait pas du tout surprenant. Ensuite, meilleure actrice, on a Annette Bening pour Insubmersible, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute, Carey Mulligan pour Maestro et Emma Stone pour Pauvre Créature. Et là, je pense que ce sera unanime, autant pour moi que pour l'Académie, ce sera à Emma Stone. Ensuite, meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Maestro, Coleman Domingo pour Bayard Rustin, Paul Giamatti pour Winter Break, Cillian Murphy pour Oppenheimer et Jeffrey Wright pour American Fiction. Je le donne à Paul Giamatti. Mais bon, comme Oppenheimer est le chouchou de cette année, c'est Cillian Murphy qui repartira avec l'Oscar, hélas. Ensuite, meilleur réalisateur, on a Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Et là, je pense que ce sera unanime aussi, ça ira à Christopher Nolan. Et pour le coup, ça me déplairait pas parce que c'est une masterclass. La réalisation de Nolan dans Oppenheimer, c'est vraiment impressionnant. Donc non, pour le coup, il le mériterait. Et on termine avec la catégorie meilleur film la plus importante avec American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pauvre Créature et La Zone d'intérêt. Je le donne très naïvement à Killers of the Flower Moon, qui est mon film préféré de ces 10 films, tout simplement, mais il est évident que ça ira à Oppenheimer. Je vais même pas développer tellement ça coule de source. Voici le récap de mon palmarès souhaité pour cette cérémonie, et voici mon récap, le récap du palmarès que j'anticipe. En tout cas, si on parle bien de ces 17 fameuses catégories auxquelles je m'intéresse. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo récap sur les Oscars. Je ne sais pas si j'aurai le temps entre cette vidéo-là et la vidéo
récap sur les Oscars de faire une autre vidéo qui n'aurait rien à voir. Si c'est le cas, bah tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Dans tous les cas, la vidéo récap des Oscars sortira soit le 11, soit le 12 mars. Et voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!